Hier ce matin et on va essayer de faire un petit peu mieux connaissance avec lui. Alors on va lui poser quelques questions pour commencer, puis après tous ceux qui désirent poser des questions pourront lui poser. Ceux qui sont à l'extérieur, il reste quelques places à l'intérieur. Alors François Bouc, on va déjà commencer par ce qui a été le début de votre carrière, c'est un petit peu le dessin de presse et la caricature. Alors dites-moi pourquoi, est-ce que c'était par goût ou est-ce que ça a été plutôt une opportunité pour vous? En fait, les deux. C'est-à-dire que j'aimais beaucoup la bande dessinée, mais j'étais incapable de faire deux images qui suivaient et d'avoir la même cohérence sur la première et sur la deuxième image. Le seul moyen de gagner ma vie à l'époque, c'était de faire des images simples, et en même temps aussi, j'avais beaucoup d'engouement pour la caricature politique. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à pouvoir vivre du dessin. C'était pratique. Alors François Bouc arrive, je crois que c'est des journaux comme L'Expansion, Le Point. J'ai commencé, mon premier dessin a été publié dans Le Point, et ensuite j'ai travaillé à L'Expansion, Sauvage, enfin des tas de journaux. J'ai travaillé aussi pour Le Matin de Paris. Vous pouvez nous raconter la première fois avec le carton à dessin, au Point? C'est aussi bête qu'un représentant de commerce. J'avais un carton à dessin, j'avais 19 ans à l'époque. Et j'avais un carton à dessin dans lequel j'avais mis tous les dessins que je pouvais avoir. Et le carton était pas assez vaste pour pouvoir tous les contenir. Alors à chaque fois que je déballais mes dessins, ça s'éclatait de partout et j'étais obligé après de demander au mec à qui j'avais montré mes dessins s'il n'y avait pas du scotch pour pouvoir rescotcher mon carton. Ça, c'est des anecdotes professionnelles. Donc sinon, j'ai fait le tour des rédactions, comme ça se fait souvent. Et certains me prenaient, d'autres disaient non, il faut revenir plus tard, c'est pas encore au point. Et malgré tout, la première semaine où j'ai démarché, j'ai été accepté comme caricaturiste. La première semaine? Oui, la première semaine. Et donc j'étais vachement content. Et c'était quoi le premier dessin, c'était quoi? C'était un dessin, c'était au moment de la crise du pétrole en France, même mondiale, dans les années 75. Et c'était Kissinger, je me souviens. Qu'est-ce que j'avais encore fait? J'avais fait des chèques arabes, mais bon, je ne sais plus très bien l'image. Il y avait des pompes à essence, il y avait des vautours dont le bec se terminait en pompe à essence, enfin des choses comme ça. Et à ce moment-là, il n'y avait pas, vous n'aviez même pas fait une planche de BD? Si, j'en avais fait, mais je n'étais pas du tout content de moi. J'avais une influence graphique qui était très proche de celle de Ronald Searle, de Franquin, mais j'arrivais jamais à faire deux cases sur la même page. Je faisais la première case, elle me satisfaisait, j'entamais la deuxième, et celle-là par contre commençait à fléchir un peu. Et alors à la troisième, c'était impossible, je redéchirais ma page, je recollais un truc, et puis au bout d'un moment j'abandonnais la page, et je me disais bon, je recommence une autre histoire. Ouais, le dessin de presse, vous en faites pendant combien de temps? Pour la bande dessinée? Non, la caricature de presse, ça vous fait vivre pendant combien de temps? Pendant 2 ans. 2 ans? 2-3 ans. Mais en parallèle, j'ai commencé à collaborer aussi à un journal qui s'appelait Mormoile. C'était un journal qui était fait par des caricaturistes, par Morchois, Mulatier, et j'aimais beaucoup leur travail, ce qui fait que je désirais très fort travailler dans leur journal. Et dans leur journal, j'ai commencé à faire des petites planches de bande dessinée qui étaient faites en fait de bouts de dessins que je faisais sur des carnets de croquis, que je redécoupais, je mettais les uns à côté des autres, qui donnaient un résultat approximatif, mais enfin qui faisait quand même une histoire. C'est les premières histoires que j'ai faites en bande dessinée. C'était de la récupération, du recyclage? Pas vraiment du recyclage, parce qu'il y avait une trame narrative, mais les images étaient faites morceau par morceau, comme ça en vrac. Un peu comme Cabu, je savais que Cabu travaillait comme ça, alors je me dis tiens, peut-être c'est une solution pour moi. Mais Cabu et dessin de presse, c'est sa religion maintenant, il fait plus de BD ou quasiment. Et vous, comment vous avez évolué de la caricature vers la bande dessinée? Puis vous allez nous raconter comment est né le premier album. Alors, en fait, mon problème c'était de passer donc, de la première case à la deuxième case et d'en être satisfait. Et ça, j'ai passé 1 an à résoudre ce problème. Donc 1 an pendant lequel
j'ai cherché comment je pouvais avoir une cohérence anatomique. Alors, je faisais des sculptures en terre à modeler, de façon à avoir le personnage dans les 3 dimensions, et je pouvais me baser sur ces sculptures pour pouvoir faire les personnages graphiquement. Mais c'était pas non plus satisfaisant, parce que j'arrivais pas non plus à faire le passage entre les 3 dimensions et les 2 dimensions. Il y avait des tas de ponts que j'avais des difficultés à résoudre. Et un beau jour, je me suis dit, tant pis si les dessins sont merdiques, je vais quand même faire une planche, je vais faire mon histoire jusqu'au bout. Je vais faire une planche jusqu'au bout, j'en serai satisfait ou pas, peu importe. Je ferai la seconde, la troisième, la quatrième, jusqu'à ce que l'histoire soit bouclée. Alors je l'ai fait, en prenant mon orgueil en patience. Et j'ai fait 12 pages. Ah, c'était 12 planches. Ouais, c'était 12 planches. Qui était une histoire un peu de détective privé à l'américaine. Et c'est avec cette histoire que j'ai été refaire de la prospection dans tous les journaux de bande dessinée de l'époque. J'ai vu Gottlieb qui m'a dit voilà, on commence à travailler ensemble. Et en parallèle, j'ai commencé aussi à travailler pour Pilote, où je faisais aussi des histoires courtes. Et avec Gottlieb, c'était pour quel journal? Pour Fluide Glacial. Fluide. Ouais, ça faisait 3-4 ans que Fluide Glacial existait. Et elles ont été après réunies en album? Voilà. Hein? Il y en a dans un premier album qui s'appelait à l'époque Cornet d'humour, dont j'ai honte du titre, tellement il est ringard, et qui a été réédité ensuite sous un autre titre qui est plus acceptable pour moi, qui s'appelle La vie, la mort et tout le bazar. Donc ça, ce sont mes premières histoires, parues à la fois dans Pilote et à la fois dans Fluide Glacial. D'accord. Le rôle, donc, alors, parce que c'est finalement le thème éternel dont on débat depuis le début du salon. Aujourd'hui, les jeunes dessinateurs n'ont pas... Enfin, il y a très peu de revues de bande dessinée. Donc finalement, c'est parce qu'il y a eu cette rencontre, enfin l'existence de cette publication, que vous avez pu continuer à faire de la bande dessinée. Oui, parce que pendant très longtemps, j'ai pas eu d'album. Je vivais grâce aux histoires qui paraissaient dans Pilote et Fluide Glacial. Et là vous travaillez seul? Scénario? Non, je travaillais avec un ami qui me permettait aussi de construire mes histoires. Un ami qui signe Delan, et qui était un ami d'école avec qui on a toujours fait de la bande dessinée ensemble depuis le plus jeune âge. Et donc, lui m'aidait à dialoguer mes histoires, et en même temps aussi je pouvais me permettre de résoudre que des problèmes graphiques à ce moment-là. Il m'assoyait la bonne lisibilité de l'histoire. Bon, vous pouvez nous dire un petit peu la difficulté d'être, après on reviendra sur l'historique, scénariste, dessinateur. Est-ce qu'il y a un métier que vous préférez? Bon, vous êtes d'abord dessinateur. Est-ce que pour vous le scénario c'est quelque chose de totalement différent, ou est-ce que vous réussissez à faire les deux, c'est-à-dire être que dessinateur facilement avec bonheur, ou vous préférez être auteur et dessinateur? Je préfère être les deux en même temps, et je n'arrive plus maintenant à me concevoir comme un dessinateur uniquement. Même quand je travaille avec un scénariste, que ce soit Jodorowsky ou Chayefsky, tout à l'heure. Oui. Je me considère comme écrivain de bande dessinée. Donc je conçois mon scénario, ma mise en scène. La conception que j'ai de mon métier, c'est de dire que le scénariste, c'est quelqu'un qui propose un thème sur lequel un dessinateur va pouvoir raconter une histoire. Mais le dessinateur, à partir du moment où il accepte le scénario, c'est lui qui devient le raconteur d'histoire. Exactement comme dans un conte de fées, tout le monde connaît Blanche-Neige, mais chacun a sa façon de la raconter. Et c'est celui qui la raconte qui donne la tonalité à l'histoire. Un dessinateur de bande dessinée, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Le dessinateur qui se limite uniquement au graphisme, c'est pour moi pas un dessinateur de bande dessinée. C'est un dessinateur, un illustrateur. Illustrateur. Bon, vous allez nous raconter, nous donner un petit peu le détail sur la rencontre avec Jérôme Charine. Comment ça s'est passé? Donc ça remonte à quand? Parce que l'album date de 86, La femme du magicien. Vous êtes rencontrés quand et de quelle façon? On s'est rencontrés par la rédaction de À Suivre. Ouais. C'est le rédacteur en chef qui a fait le go-between entre nous deux. Charine avait vu des bandes dessinées européennes. Il était très intéressé et très influencé par la bande dessinée américaine.
Et un beau jour, on lui a envoyé une critique d'un de ses romans qui était dans la revue à suivre. Il a regardé la revue et il s'est dit, tiens, j'aimerais bien faire de la bande dessinée comme ça. Alors il a fait une proposition à Mougin, qui est le rédacteur en chef de à suivre, qui lui me l'a retransmise. Et on s'est rencontrés, on a commencé à évaluer les possibilités de travailler ensemble, et puis voilà, on a fait La Femme du Magicien. Avec beaucoup de difficultés parce que lui connaissait pas du tout la manière de travailler d'un scénariste de bande dessinée. D'accord, c'était son premier scénario de bande dessinée. C'était son premier scénario. D'accord, mais donc le hasard a joué un rôle énorme, quoi. C'est la critique, c'est la critique qu'il a lue qui lui a permis de découvrir. Voilà. Oui, voilà. Et votre dessin l'a plutôt l'a intéressé. C'est un dessin qu'il aimait bien parce qu'il était proche de son univers d'après lui. Hein. Son univers fantasmatique où tout peut arriver, mais à l'intérieur d'un cadre très strict qui est celui du réalisme new-yorkais. C'était très proche de ses sources d'inspiration. Alors comment vous avez travaillé avec lui? Comment vous avez réussi à travailler? Pour La Femme du Magicien déjà. Pour La Femme du Magicien, c'était dur parce qu'on s'était vu une première fois et il avait conçu un synopsis qui était un synopsis très tragique. Et j'avais commencé à dessiner à partir de ce synopsis tragique. Ensuite, il s'est dit, mais Bourg, c'est quand même un dessinateur humoristique, je vais lui faire des gags. Et donc l'histoire tragique du premier chapitre devenait une histoire dérisoire, un peu à la Tex Avery. Et je ne comprenais plus. Alors je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas... Alors je lui ai demandé si je pouvais prendre l'histoire en main à ce moment-là, et j'ai commencé à retravailler le scénario en continuant l'ambiance que j'avais placée dans le premier chapitre. Alors plus je travaillais le scénario, bien sûr, plus il s'évadait de l'origine. Alors au bout d'un moment, il y a eu des frictions entre lui et moi, puisque lui voulait qu'on reste rivé à son scénario, et moi je voulais continuer le thème tel qu'il se présentait à nous, dans sa tragédie, la tragédie de la trilogie de ses personnages. Alors, on s'est quitté un peu fâchés. Au moment de La Femme du Magicien. Oui. D'accord. Mais vous avez travaillé longtemps ensemble? Et il était à Paris à ce moment-là? Non, il était à New York. Alors on avait des conversations téléphoniques très pénibles parce qu'il ne parlait pas français. Alors il fallait qu'il y ait quelqu'un à suivre et qui fasse la traduction. Alors c'était une espèce de conversation téléphonique à trois où il me disait un truc, on me le traduisait, ensuite je répondais, on retraduisait. Ça faisait des conversations téléphoniques qui duraient des heures avec New York et bon, c'était plus possible pour des broutilles en plus. Oui, mais finalement, c'était l'histoire s'est bien passée, parce que ça, c'était à Angoulême en 86, vous avez eu l'Alfred du meilleur album. Oui. Donc c'était une belle consécration quand même. Ah, moi je suis très très content de ce travail, et je crois que lui aussi d'ailleurs. Mais ça n'a pas été sans force et grincement dedans. Sans conférence, comme ils disent. C'était un téléphone conférence, quoi. C'est ça. À trois. Bon, après vous mettez 4 ans avant de retravailler, enfin vous avez dû vous mettre à Bouche du Diable avant. Oui. Bouche du Diable, c'est un album que nous on adore, qui a été, on s'occupe de classements BD, etc., qui était toujours en tête des classements. Je crois que tout s'est bien passé pour cet album. C'est un album qui était important, certainement important pour vous, parce qu'il était peut-être plus narratif que le précédent, et il a été en plus avec une dimension politique, ce masque de fer moderne, etc. Ce sera intéressant. Alors, Charin, vous avez bien travaillé avec lui, mais c'était difficile, mais vous avez recommencé. Voilà, c'est-à-dire qu'il avait pris des bonnes résolutions pour bien travailler avec moi, et puis donc je m'étais dit, bon, ben, puisqu'il a l'air de comprendre un peu mieux la manière de travailler, recommençons. Il m'a proposé le thème de l'espionnage, qui est un thème qui me plaisait beaucoup. J'ai commencé à me documenter là-dessus. Il m'a refilé un premier scénario. Alors, j'ai un peu étoffé avec des éléments. Il est revenu dessus. Il a réétoffé aussi. Et au bout d'un moment, je ne voulais pas recommencer les mêmes conditions de travail. Donc, je lui ai demandé si, à partir du scénario, du synopsis qu'il avait fait, si je pouvais le prendre et en faire ce que je voulais. Il a accepté. Donc, là, dans ce cas-là, j'ai fait plus un travail d'adaptation, en prenant un thème et en le développant comme j'avais envie, en rajoutant des personnages, en enlevant, me comporter comme un hooligan. Finalement, le scénariste, dans ce cadre-là, vous donne un canevas et tout? Dans ce cas-là, oui. Avec Jodorowsky, c'est différent. Vous devez être impossible, non?
Je pense pas. Mais avec lui, je devais être impossible. Oui. Sinon, ça partait, si vous perdiez le sens de l'histoire, parce que Bouche du Diable, on n'a vraiment pas l'impression, par contre, qu'il y ait une déliquescence, etc. Ça se tient de la première à la dernière planche, l'histoire est... Et comment il a perçu où je voulais aller. Et le retour de votre travail, le percevez comment, Jérémy? Je ne l'ai pas su, ça. Ah, il vous a envoyé, vous vous êtes débrouillé, et puis... Il a envoyé le scénario, j'ai fait le synopsis, j'ai fait le scénario, ouais. Et il a été dessiné tel que je le voyais. Mais il n'y a pas eu de retour de Charim. C'est-à-dire que le scénario ne lui a pas, enfin la bande dessinée ne lui a pas été renvoyée en supposant qu'il puisse changer quoi que ce soit. C'était cette forme-là qui avait été acceptée par les deux. D'accord. Et depuis, vous n'avez pas retravaillé, recollaboré. Non. Et Bouche du Diable, ça reste, ça représente quoi pour vous aujourd'hui, cet album? C'est un de mes albums préférés pour l'histoire. Pour le dessin, il y a plein de choses qu'il faudrait revoir, mais pour l'histoire, j'aime toujours. Bon, et alors, pour vous venger, vous faites la dérisoire là en 91 et vous avez encore un prix avec RTL. Alors pourquoi cet album, pourquoi cette forme qui était complètement, surtout après Bouche du Diable, totalement... dérisoire, effervescente. Ouais, tout à fait à contre-pied, quoi. Pourquoi ça? Ou est-ce que c'était des choses que vous aviez préparées avant? Ou en même temps? Il y avait des histoires qui étaient publiées déjà dans La Suivre auparavant. Ouais. Mais j'aime beaucoup travailler sur des histoires courtes comme ça. C'est un peu comme d'écrire des nouvelles. C'est la possibilité de changer d'une histoire à l'autre, de changer de personnage, de changer de décor, de trouver à chaque fois une manière de rebondir différente. Donc je voulais faire un album comme ça, terminer celui qui était entamé avec ces quelques histoires, en faisant d'autres. J'avais quelques scénarios d'avance, donc on a mis tout ça dans un paquet. Et après il fallait faire en sorte que ça tienne. Alors le problème de ces albums assez disparates, c'est de les faire tenir, de faire en sorte qu'il y ait une cohésion malgré les thèmes totalement différents qui sont abordés. Alors donc ça fait la deuxième médaille en chocolat quand même que vous aviez. Est-ce que ça représentait quelque chose, l'Alfred? Est-ce que ça a fait avancer beaucoup de choses pour vous? Pour la femme du magicien? Oui. Ah oui, énormément. Oui, Qu'est-ce que ça a changé concrètement? Ce que ça a changé, c'est déjà savoir ce que c'est que de recevoir un prix, aussi important que celui-là. Donc du point de vue, je me suis aperçu que on désire un prix, et quand on l'a, on est toujours déçu. Au moment où on l'a, on est déçu. Et donc, ce qui est le plus important après, c'est de faire bien son boulot. Et donc, j'ai découvert le faire bien son boulot en ayant un prix. Et RTL, ça a été important ou pas? C'est un autre type de prix, c'est un prix qui est très médiatique, donc son importance est publicitaire. C'est un bon prix, je trouve, pour la BD, parce que la bande dessinée a besoin de se diffuser dans tous les autres médias. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la bande dessinée a beaucoup de mal à être présente dans la télévision, par exemple. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que toutes les émissions de télévision vont piller dans la bande dessinée pour trouver les idées, pour trouver des... Et puis, malgré tout, il n'y a jamais de retour. Ils ne savent pas manier l'image bande dessinée, alors qu'un graphisme de bande dessinée recadré, passé sur un écran de télévision, c'est extraordinaire. N'importe quelle image de bande dessinée faite par un bon dessinateur, passée sur un écran de télévision, ça devient génial. Et personne ne s'en occupe. Non, si, il y a eu des expériences il y a très longtemps. Je crois que les gens en télévision aujourd'hui n'ont pas l'idée, n'ont pas le désir non plus de prendre un risque, parce que c'est... Ils ne savent pas le faire. Une image statique, ils se disent que c'est pas bien. Il faudrait nous donner la possibilité de le faire, nous donner un créneau télévisuel et qu'on puisse nous faire nos images. Ouais. Mais que ce soit pas dessiné, c'est gagné. Ce qu'il faudrait, c'est que, par exemple, c'est une idée, que les éditeurs se mettent entre eux et qu'ils se proposent de faire un journal télévisuel fait par les dessinateurs de bande dessinée, fait par des maquettistes de bande dessinée. Alors là, on aurait une belle émission sur la bande dessinée. On va faire copie de la cassette, on va l'envoyer à tous les éditeurs. Bon, est-ce que vous avez, avant qu'on continue dans l'histoire de François Bouc, vous avez déjà des questions? Oui. Je voudrais savoir d'abord les relations avec Jean Dawski, donc
On allait y venir à Jodorowsky. Et la deuxième question, toujours sur le scénario, avec quel scénariste aimerais-tu travailler à l'avenir? On va commencer par celle-là, puis Jodorowsky, on fera ça après. Alors, avec quel scénariste François Bouc aimerait travailler dans l'avenir? En dehors de lui-même, hein. Je sais pas bien en fait. Je cherche pas un scénariste en particulier. Ce que je cherche, c'est une entente. Quand je trouve quelqu'un avec qui je m'entends bien, qui connaît bien les images que je peux faire à partir d'une idée, d'un thème, à ce moment-là, ça peut être un bon scénariste pour moi. Jodorowsky s'est positionné comme ça, à mes yeux. Lui, il dit que je suis un peu comme un taureau et que lui, il est le toréador, et qui est obligé de... C'est son truc à lui, mais moi, je trouve pas que ce soit comme ça. Je m'entends bien avec lui. On a réussi à établir une relation où j'ai la possibilité d'intervenir sur les scénarios, et lui a aussi la possibilité d'intervenir sur les dessins, autant qu'il veut. Vous pouvez nous raconter la rencontre avec Alexandro? Comment ça s'est passé? Il nous a donné sa version il y a quelques jours. Il a donné sa version. Je voudrais la connaître alors après. Mais ça s'est passé comme ça. Jodorowsky voulait travailler avec moi, il voulait qu'on se rencontre. J'avais dit d'accord. J'avais pris un premier rendez-vous avec lui sur Paris, qu'il a remis. J'en ai pris un deuxième, qu'il a remis aussi. Et au troisième qu'il a remis, je me suis dit, je connais pas du tout ce coco-là, si c'est un type qui veut me balader, je lui ai fait la proposition de travailler, de se rencontrer, mais à mi-chemin. Moi j'habite Lille, lui il habite Paris, on se retrouve à Amiens, et comme ça, si on fait rien ensemble, lui il ne sera pas redevable de quoi que ce soit envers moi, et moi non plus rien envers lui. Il y a une cathédrale à Amiens. Et donc on a été visiter, on s'est vu, on a discuté ensemble, on a été visiter la cathédrale puisque le restaurant où on est allé manger était juste à côté. Et de fil en aiguille, on a parlé des choses qui pouvaient nous intéresser en commun. Et voilà. Donc au début, lui, il n'avait pas l'idée de faire ce type de scénario, l'histoire de Face de Lune. Ça lui est venu comme ça ou est-ce que voilà. Voilà. Jodorowsky travaille en essayant de s'investir dans le dessinateur et de voir ce qu'il pourrait avoir envie de dessiner et qu'il n'a pas encore eu l'idée de faire. C'est un peu comme ça sa méthode. Donc il cherche, il travaille au corps, il essaye de connaître l'entourage, des tas de trucs comme ça. Je trouve que ça c'est une bonne approche. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu à Amiens quand même, c'est pas banal. Amiens, alors on s'est baladé aussi sur le labyrinthe. Il y a un labyrinthe à Amiens qui symbolise dans les cathédrales le voyage jusqu'à la Jérusalem céleste. Et donc on parcourt ce truc-là, comme pour les pèlerins qui n'avaient pas l'occasion d'aller à Jérusalem, ils pouvaient se balader et en mode virtuel, ils faisaient le voyage. Donc on s'est amusé à se balader là-dessus, c'était très ludique en fait, hein. On a mangé puis après on a été jouer dans la cathédrale. Et ensuite, alors, comment vous avez, une fois que cette rencontre a eu lieu, alors, il vous a investi de quelle façon? Alors à ce moment-là, donc il me dit bon bah tu veux faire quoi? Qu'est-ce qui t'intéresse? Alors je lui ai dit que les cathédrales effectivement m'intéressaient. Il me dit qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Une cathédrale à Las Vegas, une cathédrale faite avec comme le facteur cheval avec des bouts de faïence. Et donc à chaque fois je lui dis non, je préférerais ça. Puis de fil en aiguille, comme ça on a resserré l'étau et c'est devenu un personnage sans visage. Alors le personnage sans visage, c'est un truc qui s'était proposé aussi à lui. C'est-à-dire qu'il trouvait que mes personnages étaient trop torturés. Et il voulait me provoquer en faisant un personnage sans rien du tout, sans aucun trait. On a demandé à Alexandro, qui était Face de Lune. Alors qui il est Non, non, mais je vous pose la même question. Qui est Face de Lune d'après vous? Est-ce que ça ressemble un peu à votre rencontre? C'est un autre personnage? C'est qui Face de Lune? Pour moi c'est un personnage angélique, c'est un innocent, et c'est un personnage qui n'a pas de résistance.
un personnage qui accepte tout. C'est comme un ange. C'est un ange, mais en même temps, il a des pouvoirs exceptionnels. C'est pas des pouvoirs, ce sont des facultés. Faculté, oui. En fait, sa faculté, elle vient de sa conception du monde. Sa conception du monde est sans résistance. Il accepte tout. Il y a deux personnages mythologiques, un qu'on connaît beaucoup et un autre qu'on connaît moins. Il y a Prométhée et Épiméthée. Prométhée, c'est celui qui va arracher le feu aux dieux et qui va l'amener aux hommes. Et donc il va leur apporter la science, la connaissance. Et Épiméthée, c'est son frère, qui est complètement l'inverse. C'est-à-dire c'est un personnage qui va vivre des situations au premier degré. Ces situations sont comme envoyées des dieux. Et en fonction de ce qu'il vit, il va découvrir des tas de trucs, mais il se laisse vivre les choses et il découvre des tas d'émotions, des tas de conceptions du monde, mais à chaque fois c'est comme une bénédiction pour lui. Alors que Prométhée, lui, va chercher la connaissance, va chercher par la force. Et le personnage de Phase de Lune, pour moi, c'est le personnage d'Épiméthée. C'est un personnage qui se laisse imprégner par tout ce qui peut lui arriver. C'est pour ça que les balles lui font pas mal, puisqu'il les accepte. Il accepte sans résistance. Et donc on pourrait dire que si les gens sont blessés, c'est parce qu'ils offrent une résistance aux balles. Comment vous avez vécu toute cette dimension politique qu'il y a dans l'histoire? Comment ça s'est passé? Là, les idées venaient de droite, de gauche. Comment vous avez réussi à réunir tout ça et à faire l'album? On s'est dit, ce qui serait bien, ce serait de faire une histoire sur notre monde, mais pas en termes d'actualité journalistique, mais plutôt en allégorie. Alors on s'est dit, qu'est-ce qui se manifeste aujourd'hui? Quel est le type d'état d'esprit qui se manifeste dans notre monde aujourd'hui? C'est un matérialisme forcené et qui politiquement s'exprime par un totalitarisme. Même des fois des formes démocratiques prennent des allures de totalitarisme. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Qu'est-ce que c'est que le totalitarisme? À mon sens, c'est par exemple une adolescence attardée, si on le prend sur le plan psychologique. Si on le prend sur le plan économique, c'est le petit commerce à l'échelle d'une nation. Voilà, ça c'est des thèmes. C'est pour ça aussi que le dictateur est un type qui est négociant, enfin qui est un petit vendeur d'œufs. Et un peu comme Ceausescu, on s'est dit, le couple Ceausescu, si on le regarde, c'est finalement un petit cordonnier qui a réussi, et qui a réussi à étendre sa prétention, son fonds de commerce, son exploitation à l'échelle du pays. Mais finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait simplement, il a arrêté la cordonnerie, mais c'est le même état d'esprit qu'il avait dans sa petite cordonnerie qu'il a étendu au pays. Et il agissait par caprice, mais ces caprices étaient des caprices infantiles. Un peu comme Idi Amin Dada, des trucs comme ça. Quand on prend ces mecs-là, ils sont d'une caricature incontournable. On ne peut pas passer à côté de la caricature que représentent ces gens-là. Mais finalement, Hitler, c'est une caricature atroce, mais c'est une caricature. C'est un gosse qui trépigne, qui a réussi à dire « Moi, je déteste le monde. Je déteste cet aspect-là du monde. Donc, je ne veux plus le voir. Alors, je vais éliminer tous les gens qui vont être représentants de cet état d'esprit. » Alors il commence à bousiller les juifs et tout ça. Puis après il se serait dit je déteste les marguerites. Alors il va commencer à bousiller toutes les marguerites qu'il y a dans le monde. Et les totalitaires, c'est ça. Et pourquoi les évêques? Parce que c'est une forme parfois c'est tout le staff de la spiritualité officielle et qui devient coopérante avec une forme de matérialité. C'est le culte, c'est la spiritualité limitée à la technologie. C'est la technologie devenue culte, la science devenue culte. Voilà pourquoi les évêques qui ont été perturbés. Est-ce que vous avez des questions à poser à François Bouc avant qu'on parle de ses projets? Non, c'est pas encore lui le Grand Prix, mais c'est pour bientôt. Alors, vos projets, vos prochains
prochains albums. Est-ce que vous allez vous retrouver à Amiens à nouveau avec Jodorowsky? Non, mais on s'est déjà retrouvé à Notre-Dame de Paris. Il m'a fait visiter Notre-Dame de Paris à sa manière, et c'est assez rigolo. Hein. Mais vraiment très, très intéressant de voir comment on ne regarde pas. En plus, en tant que dessinateur, je m'apercevais qu'il y avait des tas de choses que je voyais, mais que je croisais, mais que je ne voyais pas. Et il a une vision, une acuité de regard qui est très, très originale. Alors, mis à part Notre-Dame de Paris, donc on a la suite de l'album à faire ensemble. Je vais reprendre un personnage que j'aime beaucoup, qui est un personnage d'assureur qui est léopardisé, il y a tout un costume léopard avec un stylo dans le nez et tout ça, et en faire une longue histoire, une histoire de 45-50 pages. Et ça, c'est le projet sur lequel je suis actuellement. C'est prévu pour bientôt? Pour la fin de l'année. Fin de l'année. Dans 6 ou 7 mois. Donc la suite de Face de Lune, c'est quand? Tout de suite après. Donc je commencerai en fin d'année et ça sera dans le courant de l'année prochaine. D'accord. Vous avez des questions? Alors maintenant, si pour terminer, scénariste, dessinateur, donc vous êtes d'abord un dessinateur mais aussi un scénariste, qu'est-ce que, pour les jeunes qui sont à Angoulême, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur donner comme piste, comme conseil, comme... Ce qu'on peut leur dire, c'est d'abord que la bande dessinée, c'est l'un des meilleurs endroits pour créer. Je dirais même, à mon sens, c'est le meilleur endroit. Parce que là, on peut tout faire. On peut tout imaginer et tout réaliser. On est uniquement limité par l'éventail de notre graphisme, par notre cerveau, par nos sources d'inspiration. Mais c'est vraiment l'endroit le meilleur. Le problème, c'est après de pouvoir exploiter ça, de pouvoir trouver un endroit où on fait paraître ses premières planches de bande dessinée. Alors ça, c'est vrai que ça pose problème aujourd'hui. Il y a beaucoup moins de journaux qu'à l'époque où j'ai commencé, et que le mode de travail éditorial permet pas à un jeune dessinateur de pouvoir débuter sereinement. Mais qu'en même temps aussi, je crois que si un dessinateur a vraiment l'envie de faire de la bande dessinée, il y arrivera. Parce que il y avait personne qui me disait que j'avais une place à prendre dans la bande dessinée, et je l'ai prise. Il faut prendre de force le château de la Belle. Ça prend du temps. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut faire 40 planches, 44 planches ou plus avant d'aller voir des éditeurs? Comment ça se passe? C'est difficile. C'est difficile parce que dans des journaux comme celui auquel je collabore, à Suivre, il y a très très peu de place pour les jeunes dessinateurs. Alors l'idée, ce serait de créer des nouveaux supports. Mais créer des nouveaux supports, aujourd'hui, il faut pouvoir les inclure dans un créneau médiatique qui s'est évasé, qui comprend maintenant la télévision, qui comprend les radios. Il faut que la bande dessinée se limite plus qu'à son petit domaine restreint du support papier, mais il faut que les personnages puissent gangréner tout le reste du monde. Bon, je crois qu'on s'est un peu limité ces derniers temps. Alors ça, c'est à nous de le faire, c'est aux professionnels de le faire, de façon aussi à ce que, par ce biais-là, les jeunes dessinateurs puissent vivifier aussi à nouveau la bande dessinée. Vous avez un commentaire sur les prix d'hier au soir? Je trouve que ça manque un peu de culot. C'est un peu trop sage. Je comprends pas, j'aime beaucoup Lausier, je comprends pas trop le Grand Prix. Enfin, bon, j'aime bien Lausier, donc ça me gêne pas. Sinon, dans le reste de la production, je suis pas étonné. Il n'y a pas quelque chose où je me dis ah merde, ce truc-là, il faut absolument que je lise. Voilà. Bon. Et les rendez-vous pendant le salon avec François Bouc, vous avez des séances de dédicaces? C'est cet après-midi, oui. À quelle heure? De 15 à 17. Voilà, donc rendez-vous sur le stand Casterman, 15h à 17h. Merci François Bouc.